Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite sélection sur un thème que j'affectionne énormément dans les livres, dans la littérature en général. Et mon Dieu, il aurait été très compliqué pour moi de vous faire une sélection parce que quand c'est des sujets que j'aime, quand c'est un style de livre que j'adore, eh bien je suis très critique. Et finalement, quand j'y pense, c'est difficile de me satisfaire complètement. Mais justement, je profite de ce genre de vidéo pour vous sortir le meilleur du meilleur, vraiment celle que moi personnellement j'ai adorée. Donc comme d'habitude, ce n'est pas du tout complet, c'est une liste très exhaustive dans laquelle on pourrait rajouter plein de choses, dans laquelle vous-même, je suis sûre, vous pourriez rajouter plein de livres qui pourraient correspondre à cette thématique. Donc là en l'occurrence aujourd'hui on va parler des chroniques familiales, des sagas familiales, de tout ce genre de lectures dans lesquelles la famille, les liens familiaux sont très importants. Ça peut être sur plusieurs tomes comme ça peut être qu'en un seul volume. Voilà, je vais vraiment vous lister et vous raconter les histoires, vous donner mon avis, mon ressenti sur ces livres que j'ai pu lire à travers le temps. C'est quand même un style littéraire que j'affectionne depuis plusieurs années maintenant, vous le savez. Donc sans plus attendre, entrons dans mon top 8 des meilleurs livres / sagas qui ont pour thème la famille, les chroniques familiales, les liens familiaux. Alors quand je dis top 8, je ne les ai pas classés du meilleur à celui que j'ai le moins aimé, vu que j'ai décidé de mettre uniquement des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, des livres que j'ai lus aussi, donc il n'y aura pas de livres que je n'ai pas lus. C'est pour ça que peut-être vous allez trouver des titres que vous-même vous avez lus et qui iraient très bien là-dedans. Peut-être même aussi des fois des classiques du genre qui ont fait beaucoup de bruit, qui sont des bests aujourd'hui, mais que pour ma part je n'ai toujours pas lu. Je pense notamment à la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, mais comme je les ai pas lus, je vais pas les mettre, je vais pas les présenter. Une de celles que j'ai mis, franchement c'est la première qui m'est venue à l'esprit quand je pense à chronique familiale, à saga familiale, je pense tout de suite à la trilogie Le goût du bonheur de Marie Laberge. Parce que cette trilogie, elle est juste waouh, gravée à jamais dans mon cœur de lectrice. Vous savez, si vous ne deviez garder que tant de livres chez vous, dans votre bibliothèque, c'est une question qu'on nous pose assez souvent quand on parle de livres sur internet, c'est quel est ton livre préféré, celui que tu relirais tout le temps. Alors bien sûr, j'en ai trop, mais dans un style comme celui-ci, il fait partie de mes best de chez best. Cette trilogie, elle est à couper le souffle. On y rencontre dans le premier tome Gabrielle, qui est mère de famille, qui adore son mari, qui adore ses enfants. On est dans les années, 40 il me semble, si je me souviens bien, au Québec. Et Gabrielle a déjà eu la chance de pouvoir épouser un homme qu'elle aimait profondément. Sa famille n'était d'ailleurs pas vraiment d'accord qu'elle se marie avec lui. Donc déjà rien qu'avec ça, elle se sent un petit peu privilégiée. Elle vient d'un monde un peu de privilégiés. Mais elle commence gentiment à se poser des questions. Elle élève quand même 2 filles, plus une ribambelle de garçons, et donc forcément son rapport à l'éducation entre ses filles et ses garçons commence un petit peu à la questionner. Et puis il y a tout son rapport à la religion, aux droits des femmes qui commence de plus en plus à la titiller. Donc ça va être un peu le mouvement, voilà, du début des suffragettes, du début du droit des femmes, tout ce genre de questionnement et tout, et on passe à travers Gabrielle, puis on va passer à travers d'autres personnages de sa famille qui vont être très importants. Et pour moi ça c'est une vraie chronique familiale, c'est une vraie saga familiale parce qu'on va vraiment suivre ces personnages sur des décennies, on va en voir grandir certains, on va en perdre d'autres. C'est vibrant quoi. Je me souviens avoir lu le premier tome, je crois, un été. Et il y a cet effet un peu justement d'été, dans les premiers chapitres du premier tome se passent en été. Et après on va vraiment, comme je vous dis, on va traverser plus de 20 ans, donc forcément qu'on va voir beaucoup de saisons, hein, vous pensez bien. Mais il y avait vraiment cette ambiance de lenteur, de poser, c'est plein de détails, Oui, c'est des gros tomes, c'est 3 gros volumes, mais en fait tu les savoures. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que quand j'ai fini le tome 2, j'étais tellement sous le choc, mais vraiment quand je vous dis sous le choc, bon le 1 est aussi, la fin du tome 1 est très waouh. Tu sais, je lisais, je tournais les pages, j'étais attends, j'ai loupé un bout, il y a un truc que j'ai pas compris. Et non, en fait, c'est juste mon cerveau qui refusait ça, mais voilà. Et en fait, quand j'ai terminé le tome 2, qui est encore plus waouh, je pense que c'est mon préféré, le tome 2, vraiment. Je me souviens avoir tout de suite foncé sur le tome 3, parce que je pouvais pas, et c'était, je crois, une des premières fois que j'alignais comme ça une suite de séries, une suite de trilogies, parce que c'était trop, je pouvais pas rester là-dessus.
J'ai dû faire des deuils immenses dans cette série, dont je ne me remets toujours pas d'ailleurs. Et il y a des passages et des passages que je pourrais relire indéfiniment. Je vous avais dit plusieurs fois que moi j'ai un peu de la peine à retenir des bouts de livres parce que je trouve qu'une fois sorti du contexte du bouquin, je trouve que ça perd un peu de son sens des fois. Et là, pas du tout. Là en fait il y a vraiment des passages que je... Bref, voilà, cette trilogie est magique, merveilleuse, tout ce que vous voulez. On reste dans le Québec ensuite parce que c'est une série que j'ai commencée il y a très longtemps et que je vais terminer cet été, enfin. Je vous parle de la saga villageoise, presque, plus que familiale là, de Val-Jalbert, de Marie-Bernadette Dupuis. Alors Marie-Bernadette Dupuis, elle a écrit beaucoup de choses, beaucoup de littérature du terroir, elle n'est pas québécoise mais elle aime beaucoup le Québec, elle y est allée plusieurs fois. Et j'ai décidé de lire en fait une de ces séries, la seule, je crois, qui se déroule au Québec. Voilà. Donc on se retrouve dans le petit village de Val-Jalbert et une nuit d'hiver, un petit bébé est retrouvé sur les marches du couvent-école de Val-Jalbert. Donc les bonnes sœurs vont sauver cet enfant, vont prendre soin de cette petite fille qui va grandir et qui va devenir un peu la petite fille du village. Parce que tout le monde va commencer à aimer cette petite Hermine, à la prendre un coup chez lui, chez les uns, chez les autres. Voilà, ça va vraiment devenir l'enfant du village, mais elle, en grandissant, on va vraiment la suivre durant toute sa vie, va chercher ses origines, pourquoi ses parents l'ont abandonnée, qu'est-ce qui leur est arrivé. Et alors là, on va découvrir une palette de personnages, de remue-ménage aussi. Il y a des persos que tu adores détester, puis il y a des personnages que tu aimes, mais qui au bout d'un moment t'énervent dans leur comportement. Mais ils ont plein de circonstances atténuantes, tous. Il y a tout, enfin, tout le monde, et puis tu sens aussi, il y a les effluves de la guerre, on est dans les années quoi, 1916, je crois que Hermine elle est déposée sur les marches en 1916. Donc tu vois, ils sont en pleine première guerre mondiale, mais qui résonnent seulement loin du côté de l'Europe, mais alors durant la seconde, ça va être... voilà, enfin bref, moi j'ai... Encore une fois, c'est... Et c'est le genre de série, certes les livres sont gros, sont énormes, sont hyper épais, mais tu sais, tu vois pas le temps passer. T'es pris avec ces personnages dans leur... Ah, tu vois, et je pense qu'en effet, je pourrais pas non plus m'en faire trop de ce style-là, parce que j'aurais peur qu'au bout d'un moment, ils se ressemblent un petit peu tous. J'avais lu le premier tome du poids du silence, je crois, ou quelque chose du style. C'était de Marie-Louise Tremblay-Dessiambres, aussi une québécoise, et... j'avais beaucoup aimé, mais j'avais trop retrouvé un peu cet effet saga québécoise. Et même si j'adore, je pense qu'au bout d'un moment, je pense que j'aurais fait un peu, pas une overdose, mais ouais, à trop trouver des liens entre les différentes autrices, entre les différents... Voilà. Puis vous allez voir, j'ai quand même beaucoup toujours un peu les mêmes époques qui m'intéressent, beaucoup un peu les mêmes... ouais, les mêmes types de personnages, on retrouve quand même toujours un peu cette... ouais, je sais pas comment vous dire, mais ça se rejoint un peu dans ce que j'aime, on va dire. Celui-ci ne rejoint pas vraiment, mais se rejoint dans les époques. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, c'était sorti à la rentrée passée, Le fil rompu de Céline Spirer. Et il arrive en poche là en août-septembre 2021, si jamais. Ça avait pourtant pas très bien commencé à la base, parce que je trouvais qu'il y avait trop d'époques, de personnages différents. On va se retrouver une fois en 1913, puis une fois dans les années 40, puis une fois dans les années 2000, puis une fois dans les années 50, 60, enfin tout était trop décousu au départ. Pour vous résumer rapidement, un jeune garçon va un jour ramener du courrier à sa voisine parce que le facteur s'est trompé. En sonnant, la vieille voisine lui demande s'il veut rentrer, boire quelque chose, le remercie de lui ramener son courrier et puis lui, il va voir dans une des pièces, alors qu'elle lui fait visiter l'appartement, il va découvrir toute une série de tableaux, juste posés là dans une pièce, donc pas accrochés ni rien, qui ont été vendus aux enchères il y a quelques décennies maintenant, à prix assez important. Et du coup, à partir de ces tableaux, la vieille femme, Madame Janick, va parler de son histoire, va parler de son passé. Et en fait, entrecoupé de cette histoire que Madame Janick va raconter au jeune garçon, eh bien on a les personnages dans les années 1913, 1940 et tout ça. Donc tu vois, au tout départ, t'essayes de rassembler les pièces de puzzle, t'essayes de raccorder tous les câbles, et t'arrives pas spécialement. Et c'est compliqué parce qu'ils ont tous des noms un peu similaires, puis leurs histoires, puis tout ça, donc vraiment j'arrivais pas à raccrocher les wagons tout de suite. Mais ça vient, plus tu avances et plus tu vois... Voilà, ça c'est le genre de roman pour moi qui
à la fois est une chronique familiale, parce que vraiment on va traverser tout un siècle presque en découvrant l'histoire d'une famille sur 3 générations, et en même temps il y a cet effet secret de famille. Il y a quelque chose, il y a eu à un moment donné quelque chose qui s'est détaché, quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui a perdu, enfin voilà, et puis il faut retrouver, et puis pourquoi ils se sont séparés, et puis où est-ce qu'ils sont, et puis comment ça se fait, et puis oh mon dieu, voilà. Donc ça pour moi ça a été le parfait mélange entre tout ce que j'aime, c'est qu'à la fois il y a des secrets et à la fois on va parler d'une famille. Donc ça se détache quand même un petit peu des 2 premiers que je vous ai présentés, parce que il y a quand même un peu cet effet intrigue, très légère, mais que moi j'aime beaucoup. J'ai ensuite mis une trilogie. Pour moi ça restera à jamais une trilogie parce que je n'ai pas aimé le 4e tome et donc je n'ai pas lu le 5 et le 6. Il s'agit de la saga des Neshoves, la trilogie des Neshoves de Anne Beragd. Alors Anne Beragd, je suis toujours en demi-teinte avec elle. Il y a des livres comme la trilogie des Neshoves, plus 1 ou 2 autres que j'ai vraiment adoré, genre une plume super incisive, très piquante, c'est très glacial, c'est très malaisant, c'est très dérangeant. Et puis il y a d'autres titres que j'ai essayé et auxquels j'ai pas spécialement accroché. Voilà. Mais je vais me concentrer sur les 3 premiers tomes de la saga, de la série des Neshoves, qui pour moi est génial. Ça plaira pas à tout le monde, voilà, parce qu'on n'est pas du tout dans cette ambiance familiale où on suit cette famille avec plaisir et limite t'as envie de faire partie de cette histoire, t'as envie de suivre ces personnages. Là on va suivre une famille qui est déchirée, qui ne se parle plus, qui ne s'aime plus d'ailleurs. Donc la mère Neshov se remet très très mal, je sais plus, d'un accident, d'une crise cardiaque. Bref, elle est sur le point de mourir. Et dans ses dernières paroles, un de ses derniers souhaits, c'est que ses 3 enfants viennent à son chevet pour la voir une dernière fois. Sauf que entre l'un qui s'occupe de la ferme, et donc qui vit encore avec ses 2 parents, et qui, tu sens, ouais, il n'a pas très envie d'être là. L'autre qui s'est complètement expatrié au Danemark parce qu'il n'a plus du tout envie d'avoir à faire quoi que ce soit avec cette famille. Pour lui, il est un ovni, il n'a rien à faire là-bas. Et le dernier qui, lui, a une entreprise de pompes funèbres. Et bon, voilà, la famille, il la voit le moins possible et ça lui va très bien. Mais il habite pas très loin. Autour de ce petit trio de cette famille va se greffer la petite fille de la mourante, qui est en fait un peu un accident entre celui qui a la ferme et une femme il y a très longtemps, mais elle n'a jamais vraiment rencontré sa famille ni vraiment son père, et là elle est demandée. On lui dit bah écoute voilà, ta grand-mère est sur le point de mourir, est-ce que tu pourrais bien faire le déplacement? Mais elle est adulte, elle a une 30aine d'années, elle vit sa vie, elle veut devenir veto, enfin voilà, et ben, elle va y aller quand même. Et elle va rencontrer cette famille un peu pour la première fois en fait. On est dans la Norvège, mais c'est pas le truc carte postale idyllique où tu te dis ah waouh j'ai trop envie d'aller là-bas. En vrai j'ai trop envie d'aller là-bas, mais c'est vraiment dans cette ambiance, bah, comme j'avais découvert la plume d'Anne Beragd dans... je sais plus. Ah, je vous remettrai l'autre titre que j'avais adoré d'elle. Et elle avait vraiment ce côté très sale. Ouais, vraiment c'est malaisant, c'est dérangeant, t'es pas bien, mais t'as quand même envie de savoir ce qui va leur arriver, t'es quand même en plein, voilà. Et elle arrive à chaque fin de tome, en tout cas entre le 1 et le 2, enfin à la fin du tome 1, à la fin du tome 2, elle te met un truc genre, boum, tiens j'ai placé une bombe juste là. Voilà, donc le secret du tome 1, je l'ai pas vu venir. Voilà. Et le tome 2, c'est pas qu'il y a un secret, mais il y a une fin très... Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant en fait? Voilà. Et j'ai adoré. Donc si on aime un peu moins ce côté du terroir, à suivre pendant des centaines et des centaines de pages les mêmes personnages, où c'est un petit peu contemplatif, que des fois ça s'arrête sur des détails, sur les petites choses de la vie, si on aime un peu moins ça, je pense qu'on aimera peut-être plus les Neshoves, parce que ça va plus... droit direct au cœur du sujet, au cœur de cette famille, au cœur de tout ça. Et moi c'est ça que j'ai bien aimé aussi avec Anne Beragd. Je reviens au Québec parce que vraiment je pense que c'est une région dans laquelle voilà, j'y vois tout ce qui est saga familiale en fait. D'un silence à l'autre de Micheline Duff. Alors moi je l'ai en intégrale, donc j'ai les 3 tomes, la trilogie en un seul volume. Et oh, c'est scellé. Il fait quoi? Il fait plus de 1000 pages ce truc je crois. C'est les 1000 pages les plus... tu les vois pas passer en fait, tu sais, t'es tellement prise dans
cette histoire, ces personnages qui ont rien de spécial au premier abord. C'est des gens comme toi et moi. C'est deux sœurs qui s'aiment beaucoup mais qui vraiment sont radicalement différentes. Florence est très calme et très douce, est très protectrice avec sa famille, elle veut bien faire, elle veut ramener de l'argent à la maison, donc elle va devenir prof, elle aspire à une petite vie tranquille quoi en fait finalement. Et de son côté, je sais plus comment s'appelle sa sœur maintenant, j'ai un blanc. Adeline ou... Oh ben bref. Elle est beaucoup plus joie de vivre. Elle veut faire de la musique. Elle veut croquer la vie à pleines dents. Enfin voilà, elle a envie, elle aspire à des trucs. Elle veut partir de cet endroit, elle veut aller dans une grande ville. Bref. Sauf que Florence va se faire mettre enceinte à cause voilà, d'une erreur de jeunesse. Enfin voilà. L'homme en question se décide et veut bien l'épouser, donc ils vont se marier, ils vont avoir plusieurs enfants, mais le rêve, parce qu'elle en était amoureuse, Florence, secrètement bien sûr, de cet homme, le rêve va complètement se casser la gueule. Enfin c'est pas du tout ce qu'elle attendait, l'homme est méchant et violent, il a un truc contre son premier garçon, le premier enfant, et ça va être toute cette histoire de cette famille à travers Florence, donc la mère de famille, qu'on va vraiment suivre très longtemps, qui va voir plein de choses, qui va subir beaucoup, qui va tomber malade, qui va se faire un sang d'encre pour tous ses enfants, qui va essayer de tous les récupérer, les porter à bout de bras pour certains, leur accorder le bénéfice du doute, le pardon, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui sont traitées à travers ce roman, dont quelque chose où je mets des trigger warnings vraiment très forts parce que c'est traité d'une façon jamais vue. Voilà, donc on y parle de pédophilie pendant un bon bout du roman, c'est très... Voilà, c'est pas très mis en avant, mais ça fait partie de la famille. Voilà. Et on parle de ce sujet comme je n'ai jamais vu qu'on parlait de ce sujet dans un livre, ni nulle part d'ailleurs. C'était vraiment pour moi une première, et pourtant j'ai cru que j'allais être très mal à l'aise, que j'allais être très énervée, que j'allais être très... Voilà, virulente face à ce sujet dans ce livre particulièrement. Mais j'ai été très agréablement surprise de la façon dont l'autrice a traité le sujet. Elle a une belle plume, c'est beau et ça coule tout seul, tu vois, c'est un fleuve quoi, ce genre de roman. Pour moi c'est le genre de roman fleuve. Tu lis ça et tu te rends pas compte, t'alignes les pages et encore des pages et voilà. Et alors que finalement quand tu y penses vraiment, tu te dis c'est juste l'histoire d'une famille. Mais c'est tellement bien écrit. Bon, je me devais quand même de vous mettre un Kate Morton, mais tous les Kate Morton ne parlent pas forcément, enfin si on y parle de famille, mais pas tous de la même façon. Donc j'ai choisi celui qui pour moi a été un de mes favoris, qui je crois est mon top d'ailleurs, dans le top que je vous ai fait de tous les Kate Morton, je les ai tous lus. Et du coup je vous ai fait une vidéo là-dessus l'année dernière, je vous la laisse en barre d'infos, ou dans le petit i si vous voulez aller la voir. Mais pour moi, comme c'est mon top, j'ai décidé de vous représenter celui-ci, c'est La Scène des souvenirs, qui m'a bluffé de bout en bout quoi en fait. Il me semble que le personnage principal s'appelle Lorraine, et l'été de ses 16 ans, elle va voir un truc, il va se passer quelque chose, elle voit sa mère faire quelque chose. Et puis, plus jamais elles vont en parler. Ça va être le secret, ça va être, voilà, comme si sa fille n'avait rien vu alors qu'elle a très bien vu que sa fille avait vu. Mais plus les années vont passer, plus Lorraine va se dire non, j'ai dû inventer, c'est pas possible que ma mère ait fait ça quoi en fait. Et leur mère, des années plus tard, donc Lorraine est grande, les frères et sœurs sont grands aussi, et la maman est sur le point de mourir. Mais vous avez remarqué, les matriarches finissent souvent par mourir en fait, hein, enfin bref. Et forcément, avant de mourir, Lorraine aimerait beaucoup que sa mère lui parle de cette fameuse scène, de cette fameuse journée où il s'est passé et ce qu'elle a vu quoi. Et là, ça va être déterrage de secret, plus secret, plus secret. J'ai été la dernière page de ce bouquin, je me vois encore la lire. Je vous jure, je me vois et j'étais là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? T'sais, dans ce genre de roman, quand tu les commences, tu sais qu'il y a un truc à déterrer, il y a un secret, machin, donc t'essayes, c'est plus fort que toi, ton cerveau, il a envie de découvrir le truc avant que le truc ne soit découvert. Mais là, je pense que j'aurais pu imaginer plein de trucs. J'ai juste pas vu passer ça, quoi. J'étais là. Ok. Bien. Voilà. Donc je suis restée sur le cul. Et j'espère que vous aussi, si vous le lisez un jour.
Je vous ai mis Esprit d'hiver de Laura Kashishke. Alors, à bien y réfléchir, est-ce que c'est vraiment un livre chronique familiale? Oui et non. C'est-à-dire que la famille y est très très importante, mais ouais, si, moi je le classe dedans quand même. La présence de la famille, l'importance de la famille est quand même très, voilà, très présent dans le bouquin. Donc Holly est en train de préparer le repas de Noël pour toute la famille. Son mari est parti chercher sa famille et sa belle-famille à l'aéroport. Et leur adolescente est encore en train de dormir dans sa chambre. La veille, grosse dispute, tout le monde a été se coucher fâché. Donc Holly est déjà pas bien en train de préparer le repas parce que rien ne va, elle est pas... Enfin voilà, elle est pas bien, voilà, en plus rien ne va, la cuisson est pas bonne, il y a des trucs qui jouent plus, elle lui manque des trucs et tout, jusqu'au moment où son mari l'appelle pour lui dire que bloqué à l'aéroport, personne ne peut en sortir, vraiment tempête de neige, les routes sont impraticables, pas sûr que finalement la famille arrive à temps pour le repas de Noël. Et là, ça va être toute l'introspection, revivre en fait beaucoup de moments familiaux de cette période, mais aussi d'autres moments dans la vie de Holly, avec son ado, avec son mari, avec enfin, plein de choses. Elle va vraiment, tu vas revoir beaucoup de ses souvenirs, jusqu'à la clacasse de la fin, où tu te dis oh mon Dieu, mais comment je n'ai pas pu le voir venir. Vraiment, genre, allez, retour, tiens, cadeau, bim, remets-toi de ça maintenant. J'ai très envie de le relire, tiens d'ailleurs. J'aime cette plume incisive et à la fois très poétique de Laura Kashishke. C'est tonitruant, tu sais, avec des petits bouts de phrases. Ils sont pas longs ces romans, hein. L'Esprit d'hiver c'est très court, mais c'est suffisant pour te bousculer, te faire mal, te tirailler de tous les côtés. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois? T'es d'accord avec qui? T'es plutôt... Ouais, c'est... Ah, c'est marquant au point que, pour vous dire, je l'ai lu il y a quand même plusieurs années maintenant. Et il est encore très très présent dans mon esprit. Parce que... Waouh! Waouh! Et le dernier que j'ai mis dans cette liste pour l'instant, c'est Eden de Jeanne Blasberg. Ce que j'aime aussi dans les chroniques familiales, c'est quand on a plusieurs générations réunies sous le même toit. On rencontre Becca qui, après la mort de son mari, doit se rendre à l'évidence, leurs finances sont au plus bas. Donc elle décide de vendre leur maison de famille, Eden. Là où elle a vécu les plus beaux souvenirs de sa vie, ses plus beaux étés, où tous ses enfants ont plein de souvenirs, les petits-enfants aussi. Enfin voilà, c'est vraiment ces trois générations qui se sont succédées dans cette maison. Donc elle décide de réunir tout le monde, de ne rien dire à personne. Et donc le jour du 4 juillet, elle décide d'annoncer ça et en plus de lever le voile sur un secret qui la hante depuis plusieurs années maintenant. Au fur et à mesure que les préparatifs de cette fameuse journée avancent, que les invités arrivent, les membres de la famille arrivent, on va retourner dans les souvenirs de Becca où elle va revivre des bons comme des mauvais moments aussi. C'est très doux, c'est très nostalgique, un peu mélancolique, un peu triste aussi à pas mal de moments quand même, parce qu'il y a eu des coups durs, il y a eu... Voilà, c'est ce que j'aime dans les chroniques familiales, c'est qu'il y a autant de très beaux, de très positifs, de très joyeux, comme il y a beaucoup de tristesse, de malheur, de mélancolie, de... Tout ça mélangé, ça forme finalement la vie, la famille, les aléas, tout ça. Et je sais pas, ça pourrait paraître très banal finalement de lire des livres qui parlent de ça. Ça pourrait même presque trop ressembler à la vie de tous les jours, quelque chose que nous-mêmes on pourrait vivre. Mais je pense qu'il y a cet effet un peu cocon, rassurant que j'aime bien dans ce genre de roman et c'est pour ça que j'en lis, c'est pour ça que j'aime ça. Voilà pour cette vidéo, cette liste, ces quelques titres. Il y en a 8 au total, bien sûr qu'il pourrait y en avoir plein d'autres. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous en avez lu certains, lesquels vous avez plus aimé que d'autres. Moi de mon côté, promis, je sais que vous allez me faire des recommandations, mais je vous jure, j'en ai plein. J'en ai plein que j'ai pas encore lu et que j'aimerais lire. Donc s'il vous plaît, ne m'en faites pas trop dans les commentaires. Parce qu'en fait, j'ai toujours envie de vous dire ah oui, j'ai trop envie de lire, ah ouais super, je vais le noter. Mais très clairement, je peux pas, pas à chaque fois. N'hésitez pas à garder un œil sur la liste que je vous laisse en barre d'infos. C'est une liste qui va bouger, qui va être agrémentée, dans laquelle j'espère pouvoir rajouter des titres au fur et à mesure que je vais en lire et qui pour moi sont de bons livres sur des histoires familiales, des chroniques familiales. Et bien sachez qu'elle sera mise à jour. Je pense même la laisser toujours en permanence dans la barre d'infos
Comme ça, vous pourrez régulièrement aller la checker si vous en avez envie et voir s'il y a eu des nouveaux titres qui se sont ajoutés. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné de nouvelles idées lecture. En tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres de cette liste que j'ai présenté que vous n'aviez pas encore lu et du coup, qui vont rejoindre votre pile ou votre wishlist en tout cas. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous souhaite bien sûr de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.